Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Notre session d'aujourd'hui sera consacrée aux politiques territoriales et à l'effet de mieux l'expliciter et de l'explorer. Nous l'avons décomposé en trois axes. D'abord, une mise en contexte du territoire et nous interrogerons le territoire. Qu'est-ce que c'est le territoire? Quels sont les constitutifs du territoire? Pour ensuite nous attaquer au deuxième grand bloc qui est le projet sociétal. Et dans cette logique, nous verrons justement les logiques du territoire et la stratégie du projet territorial. Pour enfin interpeller la réforme à travers les acteurs qui l'animent. Et cette interpellation sur les réformes obéira à quelques sous-axes, à savoir les réformes institutionnelles, les réformes normatives, les réformes au niveau de la société, les réformes au niveau de la société. Bien, commençons par le commencement et voyons un petit peu cette mise en contexte. D'abord, il faudrait savoir que le territoire subit des pressions et que l'accès du territoire passe justement par l'accès aux ressources. J'entends par ressources naturelles, sol, eau, forêt, etc. Et cet accès, justement, revêt des allures de champ de bataille et de déprédation. Et l'homme, dans son rapport à la nature, connaît justement, ou plutôt l'homme, dans sa relation à la nature, vit réellement ou est passé par trois phases. Et ces trois phases, telles qu'elles ont été décrites par Théodore Monod, un des spécialistes du développement intégré, qui passe justement de la symbiose, où l'homme vivait une relation parfaite avec la nature, ou avec le territoire. Il n'était pas plus qu'un qu'un prédateur. J'entends animal, tigre, lion, etc. Et donc son impact était quasiment nul puisqu'il ne prélevait que ce dont il avait réellement besoin pour se nourrir. Pour ensuite, nous sommes passés à la deuxième phase, et cette phase est décrite par Théodore Monod comme étant le divorce. Et l'homme, plutôt que d'être un élément de la nature, un homme qui comme à l'image des autres occupants de la nature, du territoire, est devenu véritablement le maître de la nature et de ce fait, il usait et abusait. Il considérait la nature comme étant une proie. Et une proie, et là, véritablement, il a participé à la rupture de plusieurs écosystèmes et provoqué énormément de déséquilibre. Conscient enfin de cette déprédation, conscient enfin qu'il est en train de couper finalement la branche sur laquelle il est assis, il passe à la troisième phase, et cette troisième phase, c'est justement la tentative de réconciliation, où il essaie de corriger son avidité, il essaie de corriger son rapport égotiste vis-à-vis de la nature. En effet, l'homme, en l'état actuel des choses, vit un âge qui n'obéit à aucune logique. L'âge de plus de tout. Et l'âge de plus que tout. Et l'âge de plus que tous les autres. Cela, justement, est constaté au niveau du marché, au niveau de la haute finance. Et cela se décline par une avidité, une course à la profitabilité. Et en l'absence de toute régulation, le territoire a été transformé en une jungle dévastatrice, et cela a conduit justement, et nous essaierons de l'expliquer, à un darwinisme social. Tout ce qui pouvait limiter l'action de l'homme ou raisonner l'action de l'homme sont laissés derrière. Et je pense surtout aux références socioculturelles qui sont actuellement marchandisées. Tout est marchandisé, tout est omni-marchandisé, tout est breveté, depuis les compétences jusqu'au vivant.
Et ces césures sont masquées justement par le recours à des systèmes assistentiels qui ne sont en fait qu'une charity business, qu'un système assistentiel justement, où l'homme, plutôt le dominant parmi les hommes, règne en maître incontesté. Toutes ces césures, tous ces dysfonctionnements amènent l'homme justement à une confrontation à un monde aux frontières poreuses, aux frontières méandreuses, aux frontières facilement dépassables. Et heureusement, face à cela, un autre courant est né et ne cesse de se développer, qui voudrait justement régénérer des entités à référence socioculturelle qui elles-mêmes régénèrent des systèmes solidaristes tentant, dans la mesure du possible, du fait justement de cette globalisation et du fait de l'omnimarchandisation, tentant au grand maximum d'autonomiser l'homme pour qu'il réagisse et qu'il continue de réagir en tant qu'homme et non plus en tant que machine. Alors, en parlant du territoire, mais quel crédit accorder à cet ordre sur ce territoire? On nous dit que il n'y a pas d'alternative et qu'il n'y a que cette voie qui pourrait nous mener vers le progrès. Mais nous voyons de plus en plus que cette voie qui mène au progrès provoque plus de dégâts qu'elle n'en corrige. Alors, est-ce que cet ordre dans lequel nous vivons actuellement pourrait contrecarrer justement ce qui est en train de se détruire, et ce depuis le niveau local jusqu'au niveau global? D'autant que dans ce monde de plus en plus globalisé ou montré comme tel, l'homme semble se départir de plus en plus des postures de pensée critique, cette pensée contestatrice, et qui est aussi une pensée constructiviste, et qui inscrit la société dans une dialectique, seule à même de permettre la durabilité de l'homme. Alors, toute l'expérience classique du développement est remise en cause pour ne laisser régner finalement qu'une pensée uniformisante, unidirectionnelle. En somme, une pensée, un système ou un ordre à pensée unique. Pourtant, il suffit de se rappeler que c'est à cause de la pensée unique que la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée. Je vous laisse le soin de réfléchir à cette question. Alors, le deuxième élément dont je voulais parler, justement, c'est que quel organisationnel pour ce territoire et à quel effet? En effet, le territoire est mu ou doit être mu par le désir de renforcer l'intégration sociétale et l'intégration économique. Et ce, à l'effet justement de transcender ou de dépasser les dysfonctionnements et de dépasser les césures que connaît actuellement la société sur tout territoire, à des degrés divers. Et qu'il faudrait donc, pour essayer de venir à bout de ces césures qui menacent toute stabilité et toute quiétude, il faudrait cesser de considérer le territoire comme une simple donnée géographique, une simple donnée topographique, et qu'il est temps qu'il redevienne justement cette œuvre humaine qu'il a toujours été. Mais le territoire est aussi une production sociale. C'est nous-mêmes qui produisons le territoire. En outre, il est aussi, et je parle du territoire, il est aussi une production idéologique, qui devient par la suite une appropriation politique, en fonction de l'idéologie qui arrive à diriger ce territoire. Et que de toutes les manières, le territoire n'est nullement cartographiable en soi, à l'image d'un lotissement.
Donc, comme nous le voyons, le territoire est un capital, mais aussi un levier. Un levier qui permettra justement de stimuler la capacité, plutôt les capacités nécessaires à son appropriation morale. Et le capital territoire est toujours partagé. Et il se traduit par une augmentation à la fois des capitaux individuels, mais aussi des capitaux collectifs. Et je ne parle pas ici de capitaux financiers. Je parle de ce capital dont nous avons besoin pour nous projeter dans l'avenir. Alors, cette vérité, une fois constatée, qu'est-ce que nous voyons dans la réalité? C'est une confiscation, une tentative ou des tentatives de confiscation et de déprédation de ce territoire. Nous sommes en mesure nous sommes en droit de nous poser la question, pourquoi? Et donc, le territoire duquel nous parlons s'inscrit dans le multidimensionnel. Il n'est pas uniforme. Multidimensionnel puisqu'il résulte d'une appropriation à la fois économique, idéologique, symbolique, politique. Et non pas à titre égotiste, mais par l'ensemble des groupes sociaux. Et la territorialité, vue sous cet angle, doit être imprégnée d'un anthropocentrisme éclairé. C'est vrai que toute politique doit être anthropocentrique. Mais j'ai ajouté l'adjectif éclairé parce que finalement l'anthropocentrisme pourrait mener à l'égotisme et au narcissisme et donc la destruction de ce territoire. Et donc un anthropocentrisme éclairé, mais un anthropocentrisme rationnel qui tiendrait compte à la fois de l'équilibre entre l'homme et le territoire, à l'effet de faire perdurer le territoire comme source de vie. Comme nous le voyons, le territoire n'est pas donc un simple support de production de richesses matérielles. Il est surtout un vivre ensemble. Il permet le développement d'une culture d'appartenance et il promeut des flux et des dynamiques comme bien vital pour l'homme ou pour la continuité de l'homme. Comme nous le voyons, un territoire ne se décrète pas. Un territoire est un bassin de vie, est un espace de vivre ensemble. Et les projets qu'on voudrait édifier sur ce territoire ne doivent en aucune manière être perçus comme étant des produits livrés clés en main. Donc ce vivre ensemble, un vivre ensemble d'abord d'esprit, confère justement le conatus ou l'énergie d'assumer et d'assumer les contradictions et de les transcender. Mais aussi ce territoire, perçu en tant que vivre ensemble d'esprit, permettra d'exprimer les attentes et de rassembler la force de celui qui habite le territoire. Il promeut certes une économie, mais il lui dicte aussi ses limites, puisqu'il ne considère l'économie que comme un outil de l'homme. Et donc, le territoire, tel qu'il, je l'entends, doit être le catalyseur et le moteur de toute stratégie de développement. Et je n'entends le développement que dans le cadre d'un développement intégré et intégrateur. Et cela suppose un fin maillage à la fois des groupes sociaux, mais aussi des espaces. Alors, tout cela nous amène justement, après l'intellection du territoire, à parler du projet sociétal ou du projet de société sur un territoire déterminé. Il est vrai que les choses se compliquent de plus en plus. Il est vrai que la perte des idéaux
des années des grandes causes idéologiques, j'entends, a conduit à se déconnecter du territoire et de ne le considérer que comme un espace topographique inerte. Mais il a conduit aussi à sombrer dans un silence complice et à se détourner des grands engagements d'intégration, de fédération et de conscientisation, jadis, il n'y a pas très longtemps, défendus au prix du sang et de la privation. Le projet de territoire, ou le projet sociétal, constitue une prise de position quant au changement. Si le projet du territoire, et vous comprenez avec moi que le projet de territoire dans mon esprit dépasse de loin ces micro-projets desquels il est question actuellement. Et donc, le projet sociétal du territoire est un cadre d'action politique et un cadre d'action programmatique où convergent toutes les stratégies de développement territorial, depuis les acteurs jusqu'aux collectivités territoriales. Et ce projet du territoire, justement intégré et intégrateur, constitue lui-même un frein aux errances, au dépassement que nous constatons toujours, à des degrés divers bien entendu, et qui sont à la limite expliqués comme étant la folie de certains, entre guillemets, ou comme étant des erreurs à mettre sur le compte du progrès. Ce projet nous ramènerait justement à la responsabilisation. À la responsabilisation et au fait de reconsidérer la relation intégralement administrative qui prévaut jusqu'à présent pour passer à une autre relation de collaboration et de concertation, certes qui laisse à l'acteur la latitude d'adapter son action au territoire, mais aussi d'assumer toute la responsabilité. Alors, ce projet du territoire est par essence dynamique. Et tout territoire obéit à une dynamique, à une tension que j'appelle, selon une abréviation, TDR. TDR veut tout simplement dire territorialisation, c'est-à-dire entreprendre une action au niveau d'un territoire. Déterritorialisation, c'est-à-dire l'antithèse pour la dépasser, puisque le territoire est soumis en permanence à des changements, pour ensuite passer à la troisième lettre de l'abréviation, RE-R, c'est-à-dire reterritorialisation. Et ces processus que j'appelle, avec votre permission, TDR, expliquent justement les transformations territoriales constantes et permanentes et permet de montrer et de mettre en exergue la complexité de la société. Mais aussi nous permet d'explorer et de comprendre la manière dont les populations vivent le territoire qui est le leur. Et ces processus TDR permettent aussi de renforcer l'articulation de ce que j'appelle 3 facettes du territoire. La première facette, c'est le territoire ressource, c'est-à-dire territoire où nous prélevons toutes les ressources dont nous avons besoin. La deuxième facette, c'est le territoire cadre de vie. Le territoire est là pour nous aider justement à mieux vivre et à améliorer notre cadre de vie, mais aussi notre qualité de vie. Et la troisième facette, qui est justement, je crois, la maîtresse. La pièce maîtresse, c'est territoire nature. Territoire nature,
qui est lui-même la vie. Le territoire nature, c'est le sol, c'est l'eau, c'est la forêt, c'est l'air, Et justement, cela nous amène à offrir une petite parenthèse qui est justement le statut du sol ou le statut du foncier. Et nous écoutons à gauche et à droite aujourd'hui que les différents statuts du foncier que nous avons constituent un handicap au développement, alors que pour moi personnellement, ces différents statuts sont une aubaine, sont une bénédiction, et qu'ils permettent justement la régulation du politique. Et que peut-être, si nous dépassons ces différents statuts pour les uniformiser, nous commettrons beaucoup de bêtises et beaucoup d'erreurs. Et cela nous amène justement à réfléchir par deux fois avant d'agir sur telle ou telle chose, qu'il s'agit enfin de la nature, qu'il s'agisse du sol, qu'il s'agisse de la forêt, qu'il s'agisse de l'eau, et justement à réfléchir par deux fois, par trois fois, par 1000 fois, à justement à l'articulation qu'il faudrait observer pour mettre en œuvre une stratégie du projet, une stratégie territoriale. Et justement, à prendre en compte, à reconsidérer aussi la trilogie territoire, acteur et décision. Et à observer toujours une adéquation entre les trois. Partant du principe que tout doit partir et tout doit revenir à la centralité du territoire. Parce que c'est ce qui est capital. Et justement, cette stratégie du projet territorial permettra à la fois de partager les savoirs du territoire. Et donc, prendre énormément de recul pour justement se donner tout le temps, par la recherche et par l'action, de savoir ce que nous voulons de ce territoire. Et justement, la réflexion sur la stratégie, nous permettra de déployer tout un système d'interrelation et de circulation ascendante et descendante, à la fois de l'information, mais aussi des richesses, tout comme la stratégie doit accorder une place prépondérante à la production et à la reproduction des valeurs. Chose à laquelle nous n'accordons pas tout l'intérêt qu'il faut actuellement. Par ailleurs, cette édification de la stratégie, justement, doit être soutenue par d'autres mécanismes et outils qui nous permettront de mieux asseoir une stratégie à l'effet qu'il n'y ait pas de rejet. Et dans ce cadre-là, il faudrait recourir justement au management, au partenariat, à la prospective et à la proximité. Et j'ai parlé donc des outils et des mesures à entreprendre pour mettre en œuvre une stratégie efficiente. Il faudrait d'abord comprendre que toute territorialisation constitue un apprentissage permanent. Et si nous considérons le territoire comme étant un espace inerte, je crois que nous ne réussirons aucune stratégie de développement. Le territoire est vivant et il nous parle. Il suffit de s'arrêter pour mieux l'écouter, mais aussi pour le décoder. Ces messages sont permanents et toutes les césures que nous constatons actuellement viennent du fait que nous ne donnons pas tout le temps qu'il faut pour mieux décoder les messages qu'ils nous envoient. Le territoire a depuis toujours et depuis son existence été inclusiviste. Inclusiviste, par inclusiviste, j'entends qu'il ne met aucune frange de la population qui y vit en dehors
des processus de production de richesse, au pluriel. Mais pour ce faire, il faudrait justement régénérer ce débat permanent qui est le propre du territoire. Et à aucun moment, ce débat ne doit être fermé, et à aucun moment, ce débat ne doit décoller du territoire. Et cela permet justement de renforcer l'autonomisation du territoire. Beaucoup d'entre nous parlent de l'autonomie, peu d'entre nous s'arrêtent sur le concept pour poser la question, que veut-on dire par autonomie? En fait, il faudrait partir d'abord par l'explicitation du terme. Autonomie ne signifie pas autre chose que autonomos. Et autonomos signifie nous produisons nous-mêmes nos propres normes. Et de ce fait, et dans cette logique, il n'y aura pas de déchets, il n'y aura pas de rejet. Alors, tout cela doit obéir à un volontarisme. Un volontarisme, c'est-à-dire un engagement manifeste. Et lorsque vous réveillez le volontarisme, lorsque vous manifestez le volontarisme, soyez-en sûrs que vous aurez pratiquement l'ensemble, ou en tout cas la quasi-majorité de la population qui vit sur ce territoire. Bien entendu, pour qu'il y ait volontarisme, il faudrait expliquer, il faudrait convaincre, et cela passe justement par une conscientisation. Une conscientisation la conscientisation qui nous permettrait justement de nous assurer de la participation et de la fédération de l'ensemble des franges de la population qui vivent sur ce territoire. Et bien entendu, il ne faudrait pas oublier aussi un des points fondamentaux, un des points fondamentaux de cela, ce que j'appelle les capacitations, ou ce qu'on appelle, puisque le terme est d'origine angliciste, l'employment. Et l'employment, c'est-à-dire d'abord de mettre en exergue les capacités existantes sur le territoire, mais aussi de tirer ces capacités vers le haut. Et donc, c'est de là que vient le terme capacitation, et aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Pour avoir tout cela, on ne peut le décider d'une manière exclusivement descendante ou d'une manière exclusivement ascendante. Cela passe par la concertation. Et la concertation constitue justement un fondamental pour libérer toutes les énergies à l'effet d'enclencher les processus d'intégration, mais aussi les processus de développement. Cela nous permettra justement de mettre en œuvre des partenariats. Des partenariats pour créer les conditions idoines pour mettre en œuvre des projets de développement et de les hiérarchiser. Cela nous permettra justement de trouver une harmonie pour la promotion des politiques publiques, la promotion de politiques publiques opérantes. Et bien entendu, cela nous amènera justement à enclencher une gestion efficiente. Alors, gestion efficiente, je veux tout simplement dire de comprendre la façon dont l'autorité est organisée, légitimée et employée par, pour et avec les populations. Cela suppose une planification, bien entendu, au niveau de la prise de décision, une planification aussi au niveau de la responsabilisation. Nous ne sommes pas des idéalistes et donc cela suppose aussi des systèmes de prestation de services territoriaux. Et exprès, je n'ai pas dit des systèmes de prestations publiques de services, ou de services publics territoriaux. J'ai dit de services territoriaux. Et cela concernera à la fois le secteur public, le secteur privé,
l'informel, enfin le non gouvernemental, mais aussi le communautaire. Il suffit de bien regarder, le communautaire continue de produire des outputs, des plus-values. Et donc, il faudrait justement le remettre sur la sellette et l'interpeller pour voir s'il est toujours opérant. Bien entendu, cela suppose aussi une aide extérieure. Aucun territoire ne peut se suffire à lui-même, quel qu'il soit. Mais lorsque je parle d'aide extérieure, ça n'est pas le déterminant n'est pas l'aide financière. C'est vrai que les finances sont les armes du développement, mais il y a aussi, outre le financement, il y a la formation, il y a l'assistance technique, il y a l'information, et il y a le fait d'avoir confiance en tout cela. Et avoir confiance en tout cela, donc il faudrait avoir un environnement favorable. Et cet environnement favorable englobera, comme je l'ai dit il y a un moment, à la fois des instruments formels, c'est-à-dire des lois opérantes, des lois applicables et d'application, des politiques qui bénéficient de la confiance des populations et des systèmes organisationnels efficients, loin de tout millefeuille. Mais aussi, cet environnement favorable inclut les institutions informelles, ou tout ce qui est informel. Et là, je fais allusion aux valeurs. Mais je fais allusion aussi aux normes vernaculaires. Ce que je veux dire tout simplement aux normes traditionnelles. Mais aussi aux pratiques sociales et sociétales qui changent d'un territoire à un autre. Et tout cela suppose justement de rouvrir cette page. Cette page et pour mieux les réussir, les instances nationales ou les institutions nationales doivent soutenir celles locales. Comment? D'abord par la clarification de leurs droits et libertés, par le renforcement de la légalité des organisations locales, tant modernes que vernaculaires, mais aussi par la reconnaissance de ces organisations. Tout cela doit être accompagné, par d'autres efforts, d'autres mesures la première des mesures, c'est la prospective. Et la prospective permettra aux acteurs du territoire de penser, d'agir et d'aider à mettre à jour les enjeux et les dysfonctionnements et les défis auxquels il est confronté. Cette prospective permettra aussi de percevoir ou de rendre perceptibles les phénomènes latents ou manifestes qui bouillonnent ou qui couvent et qui risquent justement d'handicaper tout processus de développement. Et la prospective s'accompagnera inévitablement de la proximité. Et la proximité, c'est d'abord de faire exécuter par les gens du territoire les décisions et non pas par le central. Cela nous permet justement de nous inscrire dans une altérité qui fait que les véritables acteurs finalement du territoire sont ceux qui l'habitent et non ceux de passage. Et justement, ce qui nous amène à parler du troisième bloc, justement, de parler des acteurs et des réformes à opérer au niveau du territoire et dont les principaux artisans sont les acteurs. Il est vrai que les droits des acteurs sur le territoire doivent être préservés. Usage du territoire, prélèvement des ressources, exploitation rationnelle, mais ceci est dans la mesure des compétences et des savoir-faire. Mais
tous ces droits et libertés des acteurs doivent s'exercer dans le cadre de la transparence et de la responsabilisation. Et donc, cette gestion de ce territoire sera appréciée en termes de processus de production. Production des richesses, mais richesses qui prégnera sur l'ensemble de la, bien sûr d'une manière différenciée, mais qui prégnera et qui inclura l'ensemble des acteurs, Et justement, ces processus de production tiendront compte de la pluralité des acteurs, de la pluralité des construits sociaux, de la diversité des acteurs, des territoires et de leurs enjeux, mais aussi de la multiplicité des référents socioculturels, le tout dans le cadre de cette trilogie compétition, coopération, solidarité. Et non pas dans l'objectif d'exclure une partie pour faire profiter une autre partie. Et donc l'endogénéisation, les différenciations permettront de dégager des acteurs, permettront de dégager les acteurs et d'inscrire les acteurs dans la progression par la prise en compte de leurs intérêts spécifiques, Alors, tout cela nous inscrit dans un vaste chantier de réforme à opérer. À l'effet, justement, de permettre de se réinscrire dans le provisoire, et a fortiori le pouvoir, et d'inscrire le pouvoir dans le provisoire. L'inscrire dans le provisoire, c'est-à-dire que tout est ouvert, qu'il reste ouvert, et qu'on ne l'hérite pas. Et qu'il est toujours que tout détenteur du pouvoir reste dans la dépendance de celui qui l'a élu. Dans cette logique, quelques questions méritent d'être posées. Et puisque nous parlons du territoire, c'est d'abord, la première des questions, c'est que qui détient le plus de pouvoir dans la prise de décision et dans la politique, dans la réalisation des politiques locales. Et les réformes, en parlant des réformes, peut-on parler justement de bouleversement des valeurs qui ont été à l'origine du pouvoir jusqu'à présent? Ou alors, devrait-on parler des fondements du système actuel? Une autre question, qui n'est pas des moindres, c'est que quel intérêt accorder à l'omnipotence, de quelle question, à l'omnipotence de cette nébuleuse globalisante qu'on appelle autrement la mondialisation? Est-ce qu'il y a encore des latitudes, des espaces pour exercer le pouvoir au sens souverain du terme? Et puis la dernière des questions, c'est que est-ce que les réformes doivent-elles affecter l'exercice du pouvoir ou la source du pouvoir? À l'effet de répondre un peu, ou de tenter de répondre, d'approcher plutôt ces grandes questions, je crois qu'il faudrait justement se saisir de chaque bloc au niveau des réformes. Et justement au niveau des institutions, les réformes au niveau des institutions elles ne peuvent être explorées sans parler des réformes au niveau des acteurs eux-mêmes. Et puis s'arrêter et se poser la première des questions, c'est qui est acteur? Il est vrai que pour les uns, seuls les institutionnels sont des acteurs. Alors que pour d'autres, sont acteurs ceux qui sont capables d'agir librement sur le territoire et d'impacter le territoire. Et ceux qui façonnent son avenir.
En fait, je crois que sont acteurs sont tous ceux qui enclenchent un développement intégré et intégrateur. Ceux qui participent à la constitution et à la promotion de partenariats, en s'appuyant sur les institutions locales, ainsi que sur la formation des acteurs clés impliqués dans ces processus. Mais aussi, au niveau des institutions, on ne peut ne pas parler du territoire aussi, et des réformes au niveau du territoire. Alors, le territoire, il est temps qu'il redevienne cette construction sociopolitique de laquelle j'ai parlé tout à l'heure, et qu'il doit dépasser l'espace administratif pour le transcender. Dans le cadre de cette intelligence territoriale, dont nous ne percevons encore que des bribes. Et que la réforme doit enfin consacrer justement la diversité du territoire. Le territoire n'est pas uniforme. Et je n'invente pas la 5e rue, il suffit de revisiter notre histoire pour voir que finalement nous étions bled au pluriel. On parlait très bien de bled Zahir, bled Zmour, bled Sragna, bled etc. Après, et donc, ce sont ces territoires qu'il faudrait reconnaître dans le cadre de leur diversité. Et que ces territoires sont à la fois vécus et choisis. Mais ces territoires sont aussi des territoires stratégiques et des territoires institutionnels. Et donc, il faudrait retrouver cette intelligence et transcender pour être à la hauteur, justement, du territoire. Et tout cela pour que le territoire, justement, pour que le territoire redevienne un principe organisateur, un espace d'interaction et un espace où est enclenchée à la fois l'altérité et l'énergie positive, j'entends. Les réformes doivent aussi affecter le politique. Le politique, voilà un concept qui est galvaudé du matin au soir par l'ensemble des populations. Mais parler du politique, c'est déjà se saisir de ce qui ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui n'est pas politique? Tout est politique à mon sens. Et que, justement, pour parler du politique, il faudrait que nous soyons à même de transcender, de dépasser cette peur qui déprécie le politique. En fait, ce n'est pas le politique qui est à déprécier, qui est déprécié. C'est l'usage qu'on en fait. Et si je me laissais aller, je dirais que c'est presque un complot que de déprécier le politique. Et que cette peur, dès lors qu'on parle de politique, doit être accompagnée justement de réformes. Et il est plus que jamais de vigueur parce que elle est le propre, justement, cette peur est le propre des périodes de désarroi social, de désarroi économique, de désarroi politique, de désarroi culturel, de désarroi moral. Et si nous ne saisissons pas de ces dysfonctionnements, cela risquerait de se traduire par une crise de confiance qui achèverait à la fois les institutions et les élites de l'État. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau des politiques publiques? Et pour opérer justement des changements au niveau des politiques publiques, le bris de légitimité et de confiance en la classe politique et en les institutions publiques handicape à la fois l'action politique, mais aussi le développement. Pire, ce bris de légitimité, ces désarrois ont précipité, ont propulsé les populations dans une spirale de suspicion, de peur, de cynisme, et tout cela sert les intérêts
de quelques clics qui ne pensent qu'à gonfler leur compte en banque. Alors, il faudrait justement que les acteurs politiques, dans le cadre de cette réforme, s'inscrivent dans l'indépendance, ils le reconnaissent comme tel, de ceux qui les ont investis de leur confiance. Cette réforme permettrait aussi aux populations de contester à tout moment, sans paraître comme étant une critique négativiste, toute décision du pouvoir a l'effet justement que le décisionnel, que le pouvoir décisionnel ne soit plus monopolisé par les simples détenteurs du pouvoir. Et donc il est temps de réveiller les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires du pouvoir, à l'effet de nous inscrire dans cette action, proaction, population, pouvoir. Un élément fondamental qui manque à cette maille, c'est justement les réformes au niveau des médias. Il est vrai que les médias jouent un rôle fondamental dans l'évolution de toute société. Ils sont en contact avec toutes les catégories de la population, instruite, illettrée, hommes, femmes, vieux, jeunes, scolarisés, non scolarisés. Elles touchent pratiquement toutes les franges de la population. Et dans le cadre de cette œuvre titanesque, dans le cadre de ce travail, certes, ardu, mais combien nécessaire, à l'effet de participer justement, ou à l'effet d'enclencher, d'aider à l'enclenchement des réformes sociétales et institutionnelles, pour maintenir vivace l'ancestrale continuité de la société marocaine. En effet, un système informationnel efficient, et lorsque je dis un système informationnel, c'est au sens ascendant et descendant, permettra de réagir pour que, disons, la situation actuelle, pas des médias, ou du pouvoir médiatique, qui ramène d'une manière quasi tendancieuse l'entièreté de la responsabilité des débâcles et des dysfonctionnements que connaît la société marocaine aux seules incriminations des politiciens, qui sont toujours perçus comme suspects. Alors que ceux qui en tirent les bénéfices, on n'en parle jamais. Il est vrai, juste pour mémoire, je sais que vous le savez, que le premier pouvoir, actuellement, c'est l'économique. Mais il faudrait reconnaître que le second pouvoir, très souvent à la solde du premier, c'est celui des médias. Et internationalement, c'est reconnu au niveau de toutes les recherches, que le pouvoir politique n'arrive qu'à la 3e place. Cela vient du fait que les médias sont devenus un gigantesque instrument du grand capital financier. Et ce capital financier privilégie justement ce qu'on appelle l'infotainment. Autrement dit, c'est l'infodivertissement. Et je crois que vous le constatez, vous le savez autant que moi, les grands débats s'effacent devant les émissions de télé-réalité et autres choses, où même les politiques se précipitent pour faire partie justement de cette caricature du politique. Et cet artefact, ce simulacre est le propre justement de la pensée dominante et du pouvoir dominant. Et dans cette logique, les médias dont je parle, il n'est plus question d'offrir aux citoyens ce qu'il doit savoir.
on ne lui montre que ce qu'il veut savoir. Cela n'est pas sans nous rappeler cet idiome, nous leur disons ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que nous voulons. Et cela, bien entendu, est accompagné de sensationnalisme plutôt que sur les véritables enjeux politiques. Alors, il est vrai que, au niveau de la société, aussi des réformes doivent être opérées. Parce que si le rôle du pouvoir est de gouverner, il ne doit pas pour autant écraser pour autant la société. Soit par un discours qu'on appelle populiste, ce que moi j'appelle passionné, un discours creux, un discours rempli de mythes et de représentations illusoires. Les réformes au niveau de la société doivent nous permettre de rétablir une justice sociale. Et sachant pertinemment que l'absence de toute justice sociale corrompt la vie de la société. Et une justice sociale est cela même de permettre à toute société d'endiguer le fait que l'homme est inscrit dans une société de défiance. Une société de défiance où l'un envie l'autre. Et que le fait de régénérer une justice sociale permettra à la société, justement, et aux membres de la société, d'être bien à la place qu'il a leur, plutôt qu'à celle des autres. Et cela ne peut passer par, justement, le fait de développer les compétences et les capacités. Un des éléments fondamentaux de la justice sociale, c'est justement le bien commun. Voilà un terme qui est en train plutôt un concept qui est en train de tomber en désuétude. Et que le bien commun qui permettait justement d'avoir une société régulée, une société intégrée, une société solidariste, a été tellement corrompu par ces mystificateurs au point que le mot intérêt on est venu à désigner exclusivement les intérêts privés, les intérêts égoïstes. Et que le terme sacrifice, on est venu à signifier aussi exclusivement le sacrifice du faible, repris par la suite dans un package d'idéologie victimaire. Et pour justement régénérer ou explorer le bien commun, il faudrait mettre les projecteurs sur l'intégration sociale. Et l'intégration sociale, dès lors qu'on ouvre sa page, on comprendra très vite qu'elle n'est pas une simple insertion socio-économique, pas plus qu'une simple assimilation conduisant à l'effacement des références socioculturelles d'origine. La politique réformiste visant justement le bien commun doit se traduire par le souci de faire ressentir à l'homme que plus il avance, plus il est en dette envers ses concitoyens, et que c'est la seule voie qui existe et qui sera à même de pallier les désarrois, les errances, les exclusions, les misères, à l'effet que les hommes ne deviennent plus les dangers pour les autres. Au niveau de l'économie, il est temps de se poser la question, est-ce que cette quête de l'homo economicus, de l'homme exclusivement économique, cet homme qui n'est mu que par son propre intérêt et qui n'interagit avec l'ensemble de ses concitoyens que sur la base
d'une avidité individuelle. Et pour cela, les institutions, justement, économiques ne doivent jamais se départir de ce sentiment de passion et de ressentiment qui taraudent et que vivent, justement, les dominés, pour ne pas dire les exclus. Pourquoi? Parce que un homme qui a faim, mais qui est intégré, peut participer à la construction de sa société et devenir un formidable compétiteur. Mais un homme qui n'est même pas en course devient un danger pour les autres. Alors pourquoi nous continuons justement à reproduire un système qui exclut? Et pourquoi reproduire un système qui est en fait le règne de l'inique et de l'injustice? Une des pistes à explorer justement dans ce domaine est la culture. La culture, voilà un terme qui aussi est galvaudé à tout bout de champ, mais qui est caricaturé dans son explicitation. Alors qu'en fait, la culture est une réserve collective d'idées. Et combien nous avons besoin de cette réserve collective pour nous séréniser et pour nous redonner confiance, redonner confiance à tout le monde. Cette culture permet justement au savoir et à la connaissance de devenir à la fois collectif et cumulatif, et pour se traduire en savoir-faire. En savoir-faire, et la culture n'est pas uniforme, la culture est plurielle. Et si nous régénérons cette culture, qui est notre propre, et le souverain défunt, Hassan II disait que le Maroc était à la fois plural et pluriel. Plural au sens du multipartisme et pluriel au sens de la diversité culturelle. Et cela, mieux se saisir de la culture, c'est d'abord ne plus s'arroger aucun droit de rejeter la culture de l'autre. Et il n'est permis à personne, qui qu'elle soit, de trancher sur cette question. Il s'agit tout au contraire de respecter la culture de l'autre au point de s'enrichir de la différence. Mais cela ne signifie pas d'embaumer ou d'exhaler des éloges mielleux et controuver des idées et des cultures qui diffèrent des nôtres, mais qu'on nous considère comme étant régressives. Il faudrait donc sécuriser ces cultures et sécuriser l'ensemble de la société. En effet, parler de sécurité, c'est parler déjà de vivre en adéquation avec soi et avec les autres. Et ceci est d'autant important que nous sommes situés à la jonction du politique, du droit, de l'économie, de la sociologie, de la sécurité, de la gestion, du management, de l'administration et de l'histoire. Et donc, c'est là un chantier véritablement des plus titanesques. Mais à mon sens, je crois qu'il vaut véritablement la peine d'être entrepris. Et être entrepris par l'ensemble des acteurs de la société et des acteurs du territoire. Tolstoï disait dans La guerre et la paix, les mouvements des peuples ne résultent ni du pouvoir, ni de l'activité intellectuelle, ni même de la jonction des deux, ainsi que le pensaient les historiens. Mais il résulte de l'activité de tous les hommes qui prennent part à l'événement. Pour conclure, je dirais que les critères de permanence et les critères de projection dans l'avenir sont simples. Ne survivent que les espèces qui établissent
un rapport harmonieux avec l'écosystème dans lequel elles sont inscrites, à savoir une société intégrée et une société intégratrice. Merci beaucoup.